Ce soir, notre conseil municipal et nous, vous, avons d'une certaine façon rendez-vous avec l'histoire. C'est en effet une étape importante, une étape décisive qui est proposée à notre ville de Cherbourg-Octeville, celle qui consiste à s'unir aux 4 autres villes de l'agglomération cherbourgeoise et aussi à la communauté urbaine d'une certaine façon, pour se hisser parmi les 60 villes les plus importantes de France. Unir nos forces pour se projeter vers l'avenir et ainsi mieux valoriser nos atouts. Les lois de décentralisation nous donnent désormais les pleins pouvoirs pour prendre en main notre propre destin, valoriser, aménager nos territoires et apporter le maximum de services aux habitants. Le paysage institutionnel évolue. Les régions se renforcent et dans ce contexte, les villes ont un rôle prépondérant à jouer pour s'inscrire dans une dynamique de projet, dans une dynamique de réseau où nous serons, nous, contributifs et même parfois chefs de file. Nous l'avons dit, dans une Normandie qui fonctionne non pas dans une vision hiérarchisée et autocrate du territoire, mais en prenant appui sur un maillage territorial et une mise en relation des compétences, nous serons contributifs, on l'a déjà dit au sein de ce conseil municipal, dans de multiples secteurs, notamment celui de l'énergie, qu'elle soit conventionnelle ou renouvelable, dans le domaine de la construction navale, de la sécurité maritime, du nautisme, de la plaisance, du tourisme, quel qu'il soit maritime, de mémoire, patrimonial ou naturel, de la gestion sécurité des systèmes d'information, des services aux entreprises, de la culture ou de l'innovation sociale. Nous serons d'autant plus contributifs que nous saurons aussi unir nos forces à l'échelle de notre presqu'île du Cotentin, qui a une identité forte et constitue un bassin de vie et, on l'a dit aussi, une communauté de destin. Le nom de Cherbourg en Cotentin démontre de notre volonté de revendiquer notre appartenance au Cotentin et il est une main tendue pour un large rassemblement. Cette évolution vers la création d'une commune nouvelle et de communes déléguées a été rendue possible de par la loi et par l'implication de l'Association des maires de France. Cette loi permet de se projeter dans l'avenir et ainsi mieux assurer des missions de développement, de mutualiser des grands services et d'assurer, par le biais des communes déléguées, la mission de proximité, le contact direct avec les habitants. Nous l'avons dit et nous l'avons répété au cours de cette période de concertation qui s'est étalée en juillet dernier à travers 12 réunions publiques et qui se sont tenues notamment à Cherbourg-Octeville. La proximité, c'est la relation avec la population à tous les âges de la vie. L'état civil, la petite enfance, la jeunesse, l'éducation, les activités périscolaires, l'action sociale, les services rendus aux personnes âgées, mais c'est aussi les relations avec le tissu associatif. Le week-end dernier, plus de 100 associations étaient présentes dans la grande halle de la Cité de la Mer, au Forum des associations, témoignant ainsi de la vitalité et de la diversité des activités proposées. Forum qui a connu un succès, qui a accueilli 3800 visiteurs et qui s'est d'ailleurs déroulé aussi dans d'autres villes de l'agglomération cherbourgeoise, démontrant que la proximité a véritablement un terreau sur lequel elle peut continuer et elle continuera à s'épanouir et à se développer. La proximité, c'est aussi l'animation locale, que ce soit les fêtes de quartier, les cérémonies patriotiques ou l'animation commerciale. Nous étions tout à l'heure en réunion et nous recensions les interventions du service manifestation. 350 manifestations sont organisées sur notre commune chaque année, pour lequel l'intervention des services municipaux est nécessaire. La proximité, ce sont aussi les conseils de quartier qui verront leur rôle renforcé et qui jouent un rôle essentiel dans la concertation, la co-construction de projets et l'identification des problématiques du quotidien. La proximité, c'est enfin, et c'est, je dirais, toute la beauté de notre mission, c'est de faire vivre au quotidien les valeurs de la République. Contribuer à forger une conscience citoyenne, apporter équitablement des services à tous les habitants, développer les solidarités et tisser du lien. Cette loi, commune nouvelle, commune déléguée, nous a permis, et cela c'est important,
de créer de la sérénité dans les débats, parce qu'elle offre le cadre de l'évolution naturelle de nos institutions. C'est une sorte, si vous me permettez la comparaison, de darwinisme institutionnel qui nous permet de nous adapter à notre environnement sans renier notre identité. Et nous avons sur notre territoire de fortes identités locales. C'est l'héritage de l'histoire, celle non pas d'une ville-centre et de ses faubourgs, mais bien d'une agglomération multipolaire. Cette histoire nous oblige à travailler collégialement au service du bien commun, et la conférence des maires sera l'un de ces outils de cette collégialité. De même, des décisions ne pourront s'imposer aux communes déléguées sans leur consentement, garantissant ainsi le respect de cette identité locale. Les communes sont des territoires d'histoire et de sang. Héritage des villes, des bourgs et des paroisses de l'Ancien Régime, elles ont été créées, rappelons-nous, en 1789, dans les 6 premiers mois de la Révolution, et cela notamment sous l'impulsion de Mirabeau. On comprend dès lors l'attachement qu'ont nos concitoyens envers leurs communes, et le législateur l'a parfaitement compris en imaginant cette articulation commune nouvelle, commune déléguée. Ainsi, notre vote sera aussi un message pour tous ceux qui, sur d'autres territoires, notamment des territoires limitrophes, qui s'interrogent, qui s'inquiètent ou qui affichent une hostilité. La commune nouvelle n'est pas un saut dans le vide, dans l'inconnu. Elle est l'expression d'une volonté raisonnée d'évoluer, d'une volonté mûrie de se mettre en chemin. Je voudrais ici souligner la démarche exemplaire qui a été menée et qui n'a pas consisté à se réfugier derrière de multiples études pour déterminer toutes les conditions d'une faisabilité administrative, technique et financière, et d'attendre qu'elles soient toutes réunies et ainsi retarder une décision, mais bien à prendre appui sur la sécurité du cadre de la loi pour affirmer collégialement une volonté. Il y a certes des éléments qui devront être précisés, notamment au-delà de 2020, mais ils ont été parfaitement identifiés. Je voudrais saluer la démarche collective des maires, du président de la communauté urbaine, Benoît Arrivé, ici présent, l'organisation en mode projet avec les directeurs généraux, les directeurs, les chefs de service, les agents, la concertation menée avec les organisations syndicales, les représentants du personnel et notamment la constitution de ce comité de dialogue permanent. Oui, il y aura une période de transition. Et c'est cette période qui rend les choses possibles, car les chantiers de la convergence sont nombreux. Ils vont demander une forte implication des élus et des agents, et ce sera méconnaître à la fois notre agglomération, ses particularismes, et l'ambition du projet que de négliger cette période de transition. Le vote de ce soir va donc marquer l'histoire de notre commune. Je suis persuadé que nous avons des témoins privilégiés, que sont Jacques Hébert, Jean-Pierre Godefroy, Bernard Cazeneuve et sans doute aussi Gabriel Soria, témoins vivants auxquels je voudrais rendre hommage pour leur action et leur implication, pour avoir su développer des coopérations intercommunales ou pour avoir fait évoluer le cadre institutionnel en fonction des conditions qui étaient celles des époques successives. C'est donc avec la passion qui nous anime tous, au service de notre ville et de ses habitants, et la raison qui nous conduit à trouver la meilleure voie possible que je vous invite maintenant à débattre sur la délibération qui vous est proposée. Demande de parole. Monsieur Marguerite. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je partage complètement votre introduction, notamment lorsque vous dites que nous vivons un moment historique. Je crois que nous le vivons, que nous en avons pleinement conscience et que nous savons aussi que dans quelques décennies, chacune et chacun regardera à cet instant ce qui s'est passé et voilà, en fait, quelles ont été les responsabilités des uns et des autres. Et comment chacune et chacun s'est comporté, comment les différentes familles politiques se sont comportées à l'occasion de cette étape importante pour l'histoire de notre ville,
pour l'histoire de notre territoire. Et je le crois, il ne faut pas galvauder le mot, mais nous vivons en effet une étape extrêmement importante dans notre histoire collective, et je vous rejoins en cela. Monsieur le maire, vous le savez, nous nous sommes parfois affrontés, parfois vivement, notre groupe et votre majorité, mais je vous l'ai aussi régulièrement dit. Nous savons prendre nos responsabilités, et je crois que le rôle d'une opposition n'est pas d'être figée ni conservatrice, elle est d'être un aiguillon, elle est d'être une force de proposition, et elle est d'être aussi parfois aux côtés de la majorité lorsque l'essentiel est en jeu. Et je le dis, je crois que l'essentiel est en jeu, au-delà d'ailleurs de nos différences politiques. Alors, ces quelques propos liminaires vont m'amener à développer un peu mon propos, qui bien sûr fera écho à ce que j'ai pu dire hier. Ce sera peut-être aussi l'occasion pour moi de préciser un certain nombre de points et des réductions que j'ai pu lire d'ailleurs ce matin dans les colonnes de la presse sur la prise de position du Cercle du Cotentin, étant précisé d'ailleurs qu'à cet instant, et dans les différentes collectivités, la quasi-totalité des élus du Cercle du Cotentin, et en tout cas le groupe du Cercle du Cotentin de Cherbourg unanime, ce soir, votera cette loi sur la commune nouvelle, je vous le dis. Alors, quelques éléments peut-être sur le regret que nous avons, malgré tout, je l'ai dit hier et je voudrais un peu le développer. Le regret, il a été celui de la méthode qui, je le déplore, a été rapide. Ce que j'ai déploré, c'est la rapidité avec laquelle le projet a pu être mené. Je vous l'ai dit hier, en janvier, trop tôt pour parler de la question, en mai, un peu trop tard quand même, malgré tout, pour consulter vraiment, et ce qui a donné parfois le sentiment de consultation populaire, de réunion publique, un peu escamotées et qui n'ont pu aller au fond des choses. Et je le regrette, ce côté assez hâtif d'un débat qui malgré tout, a pu se faire, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout. J'ai regretté également que ce débat puisse être orienté trop sur la pression à la baisse des dotations. Cette baisse des dotations, d'ailleurs, que nous avons déplorée, nous avions déposé une motion dans les différents conseils qui composent notre communauté urbaine, et nous avions déploré à plusieurs reprises cette purge budgétaire, et on a eu le sentiment parfois que le débat sur la commune nouvelle était exclusivement orienté sur cette réduction budgétaire, alors que l'enjeu était, me semble-t-il, beaucoup plus grand qu'un simple calcul financier de perte de dotation que nous évitons parce qu'il serait faux de faire croire aux Cherbourgeois octevillais, à l'ensemble des habitants de notre agglomération, que nous allons gagner de l'argent, nous allons éviter d'en perdre. De la même manière qu'il était, de mon point de vue, assez faux, ou en tout cas, peut-être du point de vue de la communication, assez habile, de faire croire que la loi sur la commune nouvelle était nouvelle, même si elle a été adaptée en 2015, elle existe depuis 2010, et mon regret essentiel, il est là, c'est là que je voulais en venir, c'est que je regrette que nous n'ayons pu aborder cette question devant les électrices et les électeurs au moment des élections municipales, parce que quand la question a été posée à plusieurs reprises, eh bien, nous avions dit aux électrices et aux électeurs, et vous aussi, monsieur le maire, que la question ne serait pas à l'ordre du jour du prochain mandat. Alors bien sûr, les contextes changent. La baisse des dotations a été beaucoup plus importante que ce que vous aviez imaginé, et que la réunification de la Normandie s'est faite peut-être plus rapidement que ce que nous avions pu anticiper. Mais il est malgré tout regrettable, et ce regret, je voudrais vraiment le souligner, c'est de ne pas avoir pu avoir ce débat devant les électeurs. C'est la raison pour laquelle, pendant toute cette période de débat, j'en ai appelé à un référendum qui me semblait être une bonne façon, je le crois, de purger la question et de dire, eh bien, finalement, c'est ce que j'ai voulu dire hier, de dire que par le référendum, nous aurions pu, en effet, avoir une formule de commune nouvelle immédiatement opérationnelle, sans phase transitoire. Moi, je crois que ce n'était pas possible en l'état, bien sûr, puisqu'il n'y a pas eu de référendum et qu'on ne pouvait pas défaire ce que le peuple a fait avec ce qui est sorti des urnes, avec les élus qui sont sortis des urnes. On ne pouvait pas, évidemment, le faire sans référendum. Mais avec un référendum, nous aurions pu peut-être gagner du temps et tout de suite partir sur des économies plus importantes en termes d'économies de structure. Voilà ce que j'ai voulu dire. Donc trop rapide à mon avis sur le débat, mais peut-être, et je l'ai dit aussi hier, que nous n'aurions pas eu la même vision. J'avais proposé à l'époque un renforcement de l'intégration de notre communauté urbaine. Mais voilà, si nous avions dû faire la commune nouvelle, je le crois, nous l'aurions fait avec ce référendum et immédiatement une commune nouvelle opérationnelle.
Maintenant, nous allons la voter, cette commune nouvelle, parce que, je le disais, l'intérêt général et l'essentiel est en cause, parce que la Normandie réunifiée nous l'impose. Et je crois qu'il faut insister sur ce point, c'est une raison essentielle qui motive notre vote, malgré les réticences et malgré les réserves que nous avons pu avoir en matière de consultation populaire. La Normandie réunifiée, en effet, change la donne, et qu'il n'était pas possible d'avancer dans cette Normandie réunifiée avec un territoire fractionné, une ville divisée, et que la voix de notre territoire doit peser davantage demain, parce que la taille critique sera atteinte. Et je le crois aussi, le rôle d'une opposition n'est pas de suivre, elle est parfois de précéder et parfois de ne pas forcément suivre la pression populaire que l'on peut entendre. Elle est de prendre nos responsabilités de ce point de vue-là. Et je le dis, la Normandie réunifiée a imposé en effet aussi ce virage. Ce virage qui se fera, je l'espère, rapidement maintenant, avec le territoire du Grand Cotentin qui doit avoir une dimension cohérente, pleinement cohérente, de la Hague à 40 ans, que ce Grand Cotentin doit pouvoir gérer de façon efficiente nos équipements et peser effectivement dans la Normandie réunifiée. Et nous voulons y travailler comme nous avons pu le faire tout au long de cette période de concertation brève, mais de concertation quand même, et de concertation, je le dirais aussi, sereine, que ce soit avec vous, monsieur le maire, ou avec le président de la communauté urbaine, parce que lorsque nous sommes associés, je le dis, parce que nous avons su dire aussi que lorsque l'opposition était parfois bafouée, à mon sens, nous l'avons dit, mais là je trouve que l'opposition a su être associée, donc la cohérence pour moi et pour nous, elle était aussi de le dire, parce que lorsque nous demandons un certain nombre d'ajouts dans la charte, lorsque nous demandons, nous faisons des remarques pour essayer de participer, d'être co-auteur de cette charte, et que nous sommes entendus, la cohérence politique est de le dire, ce qui donnera d'ailleurs d'autant plus d'écho à ce que nous dirons lorsque nous serons en opposition. Puisque nous avions eu des demandes simples, la concertation populaire, là, vous voyez, dans ce que je dis, que je suis partagé, mais nous avions demandé l'équilibre démocratique. Et l'équilibre démocratique, pour moi, il était essentiel. Il n'est pas possible de réussir la commune nouvelle sans équilibre démocratique. Et le président arrivait à intégrer cette notion d'équilibre démocratique par cette demande très simple que nous avons eue, c'est que les maires délégués des communes déléguées puissent bien être issus des sections majoritaires. Parce que s'il n'en avait pas été ainsi, alors le lien de proximité avec le territoire se serait immanquablement distendu. Et qu'il fallait que ce point soit intégré. Nous l'avons proposé et vous l'avez intégré. Nous avions également insisté sur la fiscalité et sur l'alignement par le bas. Et compte tenu de notre engagement politique, de notre famille de pensée et de ce que nous avons toujours dit, il était cohérent de notre point de vue que l'alignement se fasse sur les taux les plus bas. Vous avez repris dans la charte de gouvernance cet alignement sur les taux les plus bas, bien évidemment. Nous attendons de voir ce que vous allez faire. Bien évidemment, les chers bourgeois octevillais se rappellent des promesses de 2000 et de 2001 qui n'ont pas été tenues en matière de convergence fiscale. Et que les octevillais, en particulier, se rappellent des déclarations qui leur avaient été faites à l'époque, et j'en avais cité quelques-unes, de baisse de la fiscalité, et ils savent que la facture fiscale, les octevillais, ils le savent, elle s'est alourdie considérablement. Alors nous serons vigilants sur ce point. Mais vous l'avez inscrit dans la charte. Alors on va considérer, de notre point de vue, qu'il s'agit d'un engagement qui ne doit pas être qu'un engagement moral, mais qui est un engagement effectif. Et nous veillerons budget après budget à ce que cette convergence fiscale vers le bas, vers le taux le plus bas de notre agglomération, soit tenue. Parce qu'il y va non pas d'une idéologie, mais de l'attractivité de notre territoire. Nous aimerions d'ailleurs avoir le chiffre précis de ce que représente cet alignement vers le bas. On en a discuté hier à l'occasion du Conseil de communauté urbaine. Et quelles économies concrètement vont être dégagées pour pouvoir réaliser cette convergence. Alors, nous avons été entendus sur un certain nombre de points. Nous le serons, je l'espère, sur la façon dont le Grand Cotentin sera mené dans les mois qui viennent. Nous aimerions avoir aussi peut-être quelques précisions concrètement sur la période transitoire. Quand on regarde la charte de gouvernance, bon, on peut effectivement la commenter longuement. Il y a de nombreuses compétences qui sont aspirées vers le haut. C'est évident, c'est tout le sens de l'intégration dans la commune nouvelle. Qu'il y a quand même assez peu de compétences qui restent dans les communes déléguées, qu'elles sont pour l'essentiel consultatives. Il en reste, mais assez peu. En tout état de cause, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ce qui amène une question qui est pour moi
qui a été posée d'ailleurs hier par Ralph Legentel, et j'ai trouvé que la réponse n'a pas été très précise, pour le moins. C'était la question de savoir de combien vous allez réduire dans ces conditions le nombre d'adjoints. Parce que, à l'évidence, c'est une question extrêmement pertinente. Parce qu'en 2020, il y en aura beaucoup moins, puisque la loi nous l'impose. Alors, qu'est-ce qui va justifier, pendant cette période transitoire, que vous mainteniez un nombre exact d'adjoints? D'ailleurs, je ne dis pas que vous allez le faire, puisque vous n'avez pas encore répondu à la question. Je pense que vous allez le réduire, ce nombre d'adjoints, à partir de 2016-2017, parce qu'il faut acter le fait que les compétences soient aspirées vers le haut. Ralph Legentel posait d'ailleurs hier la question aussi du principe de subsidiarité, qui est un principe qui a été inscrit noir sur blanc dans la charte. Alors je le précise, sauf erreur de ma part, ce principe est un principe d'essence chrétienne, puisqu'il vient de saint Thomas d'Aquin et de saint Augustin, et que ce principe qui, sur le papier, consiste à faire remonter vers le haut ce qui doit être simplement utile, et qui est un principe qui a été exhumé, d'ailleurs je le précise, par Jacques Delors en 1992 pour tenter le compromis sur le traité de Maastricht, c'est exactement comme ça que ça s'est fait, est un principe qui est en réalité, dans l'histoire, et toute l'histoire le démontre, un principe extrêmement centralisateur. Là, je vous invite à le regarder, c'est un principe d'essence catholique, mais dont l'Église s'est souvent servie pour faire remonter de nombreuses compétences vers le Vatican. Et ce principe qui est extrêmement centralisateur, en tout cas c'est comme ça qu'il est vécu sur le plan de l'Union européenne, et Jean Lagarde ne me démentirait pas là-dessus, c'est que le principe de subsidiarité a souvent servi à faire remonter les compétences vers le niveau supra. Et moi je le trouve extrêmement dangereux, parce que je trouve que c'est un principe qui pourra justifier que la proximité finalement peu à peu se délite, et que la plupart des compétences, au fil du temps, remontent à la commune nouvelle. Alors je note quand même que la façon de réviser la charte de gouvernance est un système assez contraignant, puisqu'il faudra 80% des voix pour réviser cette charte de gouvernance, donc c'est un système contraignant, mais néanmoins, au fil du temps, j'espère me tromper, mais au fil du temps, il me semble que de nombreuses compétences encore remonteront au nom de ce principe de subsidiarité qui est centralisateur. Je voudrais terminer mon propos par la question des personnels et la question des agents publics. Je comprends et je partage leur inquiétude, je l'ai dit à plusieurs reprises. Parce qu'évidemment, lorsqu'il y a un rapprochement, on ne parlera pas de fusion, même si quand même à certains égards, on pourrait dire qu'il s'agit d'une fusion. En tout cas, d'un rapprochement assez intégré. Leur inquiétude, elle est évidemment de savoir comment vont s'opérer les rapprochements entre les structures. Comment vous envisagez le redéploiement de personnel? Parce qu'évidemment, on imagine qu'un certain nombre de suppressions de postes vont être actées. Bien sûr que je sais très bien qu'il n'y a pas de licenciement sec dans la fonction publique, mais il peut y avoir des suppressions de postes, c'est-à-dire des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée précise de ce nombre d'emplois, de ce nombre de suppressions de postes qui vont être décidées immanquablement dans les années qui viennent? C'est le sens même de la commune nouvelle aussi, c'est de faire des économies de structure. Est-ce que vous avez chiffré cela? Et comment vous avez géré les choses avec les agents de notre collectivité? Est-ce que des plans de formation pour réadapter les agents sur de nouvelles missions ont été prévus? Parce que, en effet, cette inquiétude, on peut la comprendre. Le changement, vous l'avez dit hier, n'est peut-être pas une révolution, mais elle est tout de même une évolution assez radicale qui peut susciter des crispations, des inquiétudes qui sont parfaitement légitimes. Voilà donc ces deux questions, question un peu sur la fiscalité, question également sur le personnel et la façon dont les choses seront gérées. Voilà en gros ce que je voulais vous dire au nom de notre groupe du Cercle du Cotentin et puis plus généralement de tous les élus du Cercle du Cotentin qui partageront notre position ce soir et qui ont choisi d'accompagner le changement plutôt que d'en avoir peur, qui ont choisi de participer au changement plutôt que de le subir, parce que je crois que ça c'est essentiel, également de le coproduire, et qui sont attentifs à ce qui se passera dans les années qui viennent. Nous retrouverons bien évidemment des lignes d'opposition, lorsque de notre point de vue, les choix que vous ferez ne seront pas justes. Mais pour ce moment que, encore une fois, je qualifie d'historique, eh bien, nous prenons nos responsabilités, monsieur le maire, et je le dis à votre majorité, nous sommes à vos côtés sur ce choix. Nous serons extrêmement vigilants sur les politiques qui sont remenées à l'intérieur de ce nouveau cadre institutionnel et nous ferons entendre aussi haut et aussi fort que possible la voix de l'opposition dès lors que nous estimerons que l'essentiel sera en cause de notre point de vue. Voilà, je vous remercie et donc le groupe dans son intégralité votera la commune nouvelle ce soir. D'accord.
Je propose de continuer le tour de table. Je voudrais simplement, tout à l'heure, je parlais de passion et de raison, et je voudrais saluer la présence de Jean-Pierre Godefroy dans la salle. Je crois que c'est une émotion pour moi. Jean-Pierre, tu as mené des combats, tu es un homme de conviction, et je pense que cette délibération ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui dans cette salle, à cet instant, si à un moment donné, d'autres comme toi, et toi en particulier, n'avez pas justement essayé de sensibiliser nos concitoyens avec cette fois-ci passion et raison sur la nécessité de notre évolution institutionnelle. Donc merci à toi Jean-Pierre pour ton action, et nous sommes extrêmement touchés de t'avoir parmi nous aujourd'hui en ce jour historique et en ce moment symbolique. Je laisse la parole à Florence, c'est Florence Lemonnier qui souhaitait... Je porterai des réponses tout à l'heure, monsieur Marguerite. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, je vais juste dire deux mots au nom des élus écologistes de notre Assemblée. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des arguments, puisque Nicolas Vivier, hier, s'est exprimé longuement lors du Conseil de communauté urbaine, et que nous avons rédigé un cahier d'acteurs qui est en ligne sur le site de la communauté urbaine et qui explique notre positionnement. Nous l'avons déjà exprimé, mais je rappelle aussi ici que nous aurions souhaité une démarche de préparation de cette commune nouvelle moins informative et plus participative. Mais nous espérons qu'avec cette nouvelle organisation que sera la commune nouvelle, la participation des habitants à l'élaboration des décisions sera améliorée. Je vais pas revenir donc sur l'ensemble des arguments, simplement à notre sens, un des plus importants pour nous, c'est l'usage qui détermine l'espace. Et le découpage administratif actuel n'est plus au plus près des usages de nos citoyens. En effet, le tissu urbain est quasi continu sur le territoire de la communauté urbaine et crée ainsi un espace de vie commun aux usages de la ville. Cette évolution, nous la considérons comme indispensable et urgente pour répondre au mieux aux usages des habitants. C'est pourquoi nous voterons pour la création de Cherbourg-en-Cotentin. Je vous remercie. Merci. Jean Lagarde, et puis ensuite Ralph Le Chamtel. Ouais. Donc, je vais m'excuser auprès des conseillers communautaires d'hier, parce que je vais faire une redite de ce que j'ai dit hier. Peut-être un petit point par rapport à ce qui a été dit sur le personnel, puisque la communauté urbaine, je suis en responsabilité au niveau du personnel. Ça fait déjà quelque temps que nous réunissons l'ensemble des organisations syndicales, ici même, pour discuter avec eux du chemin à prendre. Les discussions vont avoir lieu secteur par secteur. C'est une façon aussi de redéfinir un petit peu nos façons de travailler. Et je ne pense pas, en tout cas, ce n'est pas dans nos raisons et dans nos volontés politiques affirmées avec les organisations syndicales, de diminuer, voire de perdre un seul emploi concernant la ville nouvelle. Ce serait affoler les salariés que de dire inéluctablement nous aurons des réductions d'effectifs. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut permettre cette affirmation, même si on peut avoir des expériences qui montrent « Ah ». Mais la volonté politique ici, ce n'est pas celle-là. Comme la volonté politique, quand il y a eu la fusion Cherbourg-Octeville, il n'y a pas eu un emploi de perdu. Il y a eu des discussions dans le temps. Pareil, on peut aussi parler des taux et de la fiscalité qui a augmenté à Octeville, certes, mais les objectifs, ce n'était pas de dire on diminue la fiscalité pour tout le monde, c'était de dire on trouve un taux moyen. Il y a quand même des nuances dont il faut se rappeler. Donc je m'excuse auprès des conseillers communautaires, mais je vais rappeler l'intervention que j'ai faite hier. Je ne voterai pas, je dis bien au conditionnel, pour la ville nouvelle s'il s'agissait exclusivement de la mise en œuvre de la réforme territoriale, qui n'est pas, à mes yeux, seulement une évolution ni une révolution, mais une contre-révolution semblable dans l'esprit de la Restauration de 1814. Retrouver le duché de Normandie, belle imagination, belle nouveauté. Alors je sais que ma position veut paraître iconoclaste, mais je pense que la nécessité de la Manche eût été de se rejoindre à l'arc atlantique. On aurait été économiquement, me semble-t-il, dans les meilleures conditions pour développer les évolutions économiques de notre territoire. Donc je ne suis pas dupe du processus de transformation de notre pays en une république fédérale dans une Europe supranationale, et ce,
malgré le refus des Français lors du référendum, qui souhaitent, eux, une Europe plus sociale, moins intrusive, moins libérale. Ceci dit, concernant nos collectivités, et la communauté urbaine et les villes de la communauté urbaine en particulier, je suis plutôt favorable, et je dirais même très favorable, à la création de la commune nouvelle. Car je pense, outre les aspects financiers, qui vont nous permettre d'avoir au moins ce qu'on avait, voire plus, en dotation d'État, même si dans la durée c'est limité, mais je fais confiance aussi aux services et aux élus pour pouvoir, dans l'avenir, garantir une non-augmentation d'impôts d'ici à 2020. Donc, outre les aspects financiers indispensables, pour continuer, voire même améliorer le quotidien de nos concitoyens, que nous serons plus proches en devenant, comme il a été dit d'ailleurs ici, plus réactifs aux diverses demandes d'intervention, d'avoir une politique d'aménagement beaucoup plus cohérente qu'actuellement. Elle nous obligera à revisiter l'organisation des services de notre commune, pôle par pôle, pas à pas, avec les partenaires sociaux, ce qui ne peut qu'améliorer le service rendu à la population. La ville nouvelle va s'inscrire aussi pour l'avenir, dans le Cotentin. Et nous n'avons pas fini de subir la crise. Je pense à Areva, à DCN. C'est évident qu'un territoire qui s'est développé pendant plus de 3 siècles grâce aux chantiers et volontés d'État, et qui voit cet État se diluer et intégrer les volontés du marché où la concurrence devait être libre et non faussée, où la financiarisation, la compétitivité exacerbée deviennent la ligne de conduite. Tout cela doit nous amener à résister, à nous organiser pour développer notre territoire et prendre toute notre place avec le Cotentin regroupé. Et de ce point de vue, la ville nouvelle a un rôle historique à jouer. Même si la création de la CUC fut une bonne chose, elle fut créée parce que la fusion imaginée par Hébert, le député-maire de Cherbourg de l'époque, ne pouvait aboutir et que l'opportunité des communautés urbaines a permis un consensus. J'ai connu dès 1978 le souhait de Louis Darinaud, député-maire de Cherbourg de l'époque, de rassembler en dépassant les frontières locales. Puis, comme le disait tout à l'heure Monsieur le maire, avec Jean-Pierre Godefroy, qui a obtenu un référendum sur le Grand Cherbourg, où près de 51% de la population de la communauté urbaine s'était prononcée favorablement, et 83% de la population cherbourgeoise. Donc, aujourd'hui, je suis très satisfait, et bien évidemment, je voterai pour la création de cette ville nouvelle. Je vous remercie. Monsieur Le Jamtel. Merci. Oui, sur le sujet de la commune nouvelle, notre groupe a plutôt pratiqué le doute raisonné depuis quelques mois que l'opposition a priori, puisque les premiers mois, nous n'avons pas donné notre position parce qu'elle était à construire. Elle était d'autant plus à construire que le débat de 2014 n'avait pas porté sur ce sujet, bien que, effectivement, la commune nouvelle est instituée depuis 2010. Et bien sûr, en 2014, les modalités de mise en œuvre ont été précisées, ce qui a donné lieu au débat d'aujourd'hui. Doute raisonné, donc on utilise notre droit à poser un certain nombre de questions politiques sur le bien-fondé de cette évolution institutionnelle. Première remarque, la façon dont les citoyens ont été associés à la concertation était perfectible. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été dans l'ordre de l'information, parfois de la prise de position dans certaines réunions publiques, sur Internet, un certain nombre de remarques ou de questions de la part de citoyens de l'agglomération. Mais en termes de participation citoyenne, les choses pouvaient être améliorées, sans même parler du référendum. C'est que les conditions du débat par rapport à la commune nouvelle ont été compliquées à mettre en œuvre. Vous en avez fait l'expérience vous-même lorsque vous avez fait un système de questions-réponses à la salle des fêtes au mois de juin. Voilà, il n'y avait pas de curiosité ou d'intérêt très important de la part des habitants à ce sujet. On peut le regretter, mais c'est un fait. Donc, on peut considérer que pour le moment,
le projet de commune nouvelle reste un débat entre groupes politiques, entre les organisations syndicales et les exécutifs, mais on ne peut pas dire que ce débat soit devenu un débat qui soit devenu populaire au sens où il a donné lieu à de vrais, comment dire, une émulation et beaucoup de participation. Voilà. Alors, puisqu'on est dans une période de transition, peut-être que les choses vont s'améliorer, mais c'est un fait que ça aurait pu, on aurait pu souhaiter, et nous-mêmes, notre groupe, pour avoir fait des réunions, nous n'avons pas davantage... nous ne sommes pas davantage parvenus à susciter un élan populaire autour de ce sujet. Mis à part la pétition de 2200 personnes qui demandaient une consultation, mais voilà, c'était quelque chose de significatif, mais ce n'était pas le raz-de-marée. Sur la commune nouvelle, entre le moment où les choses ont commencé et le mois de septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, on constate que dans les coins plus ruraux, la pédale est vraiment mise sur le frein. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un certain nombre de velléités de le faire, et lorsque des consultations sont menées, ou certains conseils municipaux retardent les choses maintenant, c'est-à-dire renvoient à plus tard. Ça serait intéressant de savoir pourquoi, pour des questions de visibilité, par rapport à la façon dont les choses vont se faire. Ça reste quand même un sujet très technique, et un certain nombre de questions font que des maires préfèrent retarder cette évolution. Maintenant, il y a le fond de la commune nouvelle, la question du développement économique, puisque c'est quand même l'un des enjeux sur lesquels des collectivités sont attendues. En réalité, on n'est plus dans une organisation territoriale où ce sont des métropoles d'équilibre, comme c'était le cas auparavant. Les métropoles d'équilibre, elles impliquaient que l'État joue son rôle de régulateur, joue un rôle de redistribution, d'aménagement du territoire. Or, dans la constitution, dans la mise en place des métropoles, on est clairement dans des métropoles qui sont en concurrence. Et lorsque l'on regarde comment ces métropoles fonctionnent depuis qu'elles ont le statut de métropole, elles sont dans une démarche d'aller chercher des investisseurs, de faire appel à des agences de publicité, d'essayer de vendre leur territoire pour le rendre plus attractif, plus dynamique. Mais on est avec 13 métropoles en France. Pour ce qui concerne la région normande, c'est la métropole de Rouen. Métropole qui s'appuie sur des pôles de compétitivité qui existent depuis une dizaine d'années, qui se sont structurés avec de la formation, des qualifications donc, qui sont nécessaires au développement économique. Mais on voit bien que l'aménagement des territoires maintenant en France, là où l'État a toujours eu le substrat du politique, et d'ailleurs il le garde parce que le Conseil constitutionnel est très sourcilleux de toutes les expériences qui peuvent être menées par les collectivités territoriales. On va dire que l'État reste le garant de cette organisation très centralisée en France, qui est codifiée dans la Constitution, ce qui fait qu'on est face à un paradoxe, c'est qu'on est dans une évolution où il y a des pôles métropolitains, il y a des métropoles, il y a des intercommunalités qui, de fait, condensent de plus en plus, regroupent de plus en plus de compétences, ont de plus en plus de pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir est dans ces lieux-là de plus en plus, mais en réalité, il n'y a pas d'évolution de la Constitution et les citoyens ne sont pas associés à cette évolution. Ce qui fait que le citoyen qui regarde cette évolution-là se pose la question, comment les services continueront d'être rendus, comment moi, citoyen, je pourrais continuer d'exercer mon droit à la ville dans ces évolutions-là, sachant qu'il n'y a pas de débat législatif, il n'y a pas le Sénat et l'Assemblée nationale qui sont réunis, ni dans le gouvernement précédent, ni dans celui-là, pour mener des réformes constitutionnelles d'ampleur qui permettraient que ces réformes des collectivités territoriales soient mieux connues. De ce point de vue, la commune nouvelle pour laquelle nous allons voter, nous allons voter quelque chose, ça c'est certain. Mais cette commune nouvelle, je repose la question parce que, en toute honnêteté, je suis très surpris que vous n'ayez pas répondu sur le fait que, dans l'état actuel, il y aura 4 élus à la Glacerie, 4 élus à Querqueville, 11 à Équerdreville, 11 à Tour-la-Ville et 25 à Cherbourg. C'est-à-dire que si on applique simplement un ratio par rapport à 55, puisqu'il y aura 55 élus en 2020, eh bien, si on décline par commune, ça fait le chiffre que je viens de donner. Alors, bien sûr, la charte dit qu'il y aura des initiatives législatives.
des initiatives législatives seront conduites pour permettre d'améliorer la représentation dans les communes déléguées. Mais pour le moment, ça reste quelque chose qui est, comment dire, c'est un vœu. Je ne veux pas dire qu'il est pieux, mais c'est un vœu. Ce qui fait qu'on est avec une charte qui parle de proximité, parce que le mot est utilisé souvent, mais cette proximité, elle va se mettre en place comment s'il y a simplement 4 élus dans certaines communes de l'agglomération? J'avoue que là, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une faiblesse dans la manière de penser les choses. Là, je me place évidemment en 2020. À l'inverse, entre 2016 et 2020, comment pouvons-nous mener un certain nombre de propositions politiques à 163 élus? Quel sera le fonctionnement démocratique de 163 élus? C'est une question, hein, je m'interroge sur ce point-là. La réforme territoriale, elle a été définie au niveau européen. C'est-à-dire que ce que propose l'Europe, c'est effectivement des regroupements de collectivités territoriales, des entités plus importantes et, globalement, une baisse du nombre des élus. C'est quelque chose qui doit être interrogé parce qu'on ne comprend pas a priori en quoi la baisse du nombre d'élus serait synonyme d'efficacité. Et quand on parle d'efficacité, l'efficacité peut découler du débat politique. L'efficacité ne découle pas nécessairement de procédures très codifiées qui sont mises en place par des équipes dans les administrations. C'est vrai que l'administration en France demeure, c'est d'une certaine manière une des origines de la stabilité politique, de la capacité à ce qu'il y ait une continuité des politiques publiques. C'est plutôt positif. Mais à l'inverse, si les élus politiques n'ont plus de marge d'autonomie, n'ont plus de capacité à débattre contradictoirement et à être, en dernier ressort, les maîtres d'œuvre des politiques publiques, là, il y a un problème. Parce que la légitimité, elle découle du suffrage universel. Voilà. Et d'une certaine manière, les administrations en place sont là pour apporter leur expertise, leur expérience, voilà, il y a un intérêt. Aux États-Unis, les administrations viennent en même temps que les équipes politiques. C'est un autre fonctionnement, c'est clair. Mais moi, très honnêtement, à 163 entre 2016 et 2020, le sentiment, c'est que les politiques qui vont être menées vont se faire à partir de procédures, à partir d'un savoir-faire, mais qui sera très éloigné des citoyens. De ce point de vue-là, je voudrais m'arrêter un peu sur la conférence des maires. Vous évoquiez 1789 et Mirabeau, la commune. Moi, la conférence des maires, elle me fait davantage penser au directoire dont faisait partie M. Fouché, qui était un peu le premier policier de France à l'époque, puisque c'est lui qui a un petit peu fait l'organisation des services de police en France. Ce directoire comptait 5 personnes, vous pouvez vérifier, je crois qu'il date de 1795, un peu plus tard. Donc on est loin avec la conférence des maires du comité de salut public quand même de 1793. Bon, cela dit, peut-être qu'entre ces deux façons de gouverner, il y a peut-être des choses médianes à trouver. C'est donc dans cet espace que nous nous situons, toujours avec notre doute raisonné. C'est la raison pour laquelle nous proposons que cette conférence des maires, où le pilotage sera mis en place, puisse non pas rendre des comptes. On n'est pas dans notre agglomération, il y a, comme disait, on est violemment modéré. Donc voilà. Donc si nous sommes violemment modérés, c'est qu'on est modéré. Mais si on est modéré, on veut quand même pouvoir porter des expressions de cette modération radicale. Et pour porter cette expression, pourquoi ne pas créer une instance citoyenne qui permette de faire remonter ce qui pourra remonter, notamment des quartiers. Parce que je ne vois pas, même si vous parlez des conseils de quartier qui continueront d'exister, à ce moment-là, il faut spécifier la manière dont ces conseils de quartier pourront continuer leur travail vis-à-vis de la commune nouvelle. Dans le même ordre d'idées, puisque la charte nous indique que les services de proximité seront développés, et sans trancher le débat entre M. Lagarde et M. Margueritte, très franchement, la façon dont la réforme territoriale se fait, c'est quand même pas pour augmenter le nombre d'agents territoriaux. L'esprit des réformes territoriales qui sont conduites au niveau européen, c'est plutôt de réduire la part des services publics. Enfin, c'est ça l'esprit de la... tout le monde peut regarder. Alors, bon, voilà. Cela étant, cet observatoire
des services de proximité pourrait nous aider, au fur et à mesure des années, d'avoir un regard très précis, très argumenté, permettant de dire est-ce que les services de proximité s'améliorent ou est-ce qu'ils reculent dans le cadre de la commune nouvelle. Donc c'est un outil que nous souhaiterions pouvoir voir mis en place. Maintenant, le principe de subsidiarité, je ne reviens pas dessus. En fait, en France, il est appliqué en Suisse, mais il n'est pas vraiment en France. La question a été reprise par le président de la communauté urbaine hier, je crois, puisqu'il posait la question, effectivement, des CCAS, c'est-à-dire de l'action sociale. Est-elle mieux menée à l'échelle des villes ou serait-elle mieux menée à l'échelle de l'agglomération? Ça, c'est pareil, la question est posée. En tout cas, dans la charte qui nous est proposée, les CCAS, a priori, seraient regroupés au niveau de la commune nouvelle. C'est la loi. C'est la loi, mais dans la mesure où il y a des services mutualisés qui sont redistribués dans les communes déléguées, peut-être que dans le cadre des CCAS, il y a possibilité de trouver là aussi un fonctionnement qui tienne compte, parce que c'est quand même un outil qui doit travailler de manière très précise, un CCAS, donc un CCAS à l'échelle des villes sera peut-être plus réactif qu'un grand CCAS. Bon, je pose la question. Alors on a posé aussi une question là, nous verrons tout à l'heure que nous avons proposé une motion s'agissant de l'hôpital public. En réalité, s'il y a un regroupement territorial, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il n'y ait plus qu'un seul lieu pour l'hôpital? Sans doute que ce doute sera levé bien vite, mais la réforme Touraine parle de regroupement des structures hospitalières. Il y a, alors évidemment, notre hôpital, c'est une entité qui est déclinée entre Valognes et Cherbourg. Oui, on investit sur Valognes. Quand les urgences seront ouvertes 24 heures sur 24, on aura une indication sur la direction, effectivement, dans laquelle l'ARS travaille sur l'organisation de l'hôpital public qui est le nôtre. Mais nous, on pose la question, plus sous forme préventive, qu'il n'y ait pas de lien entre des entités territoriales plus grandes, d'autant plus qu'on va se diriger vers un EPCI sur le Grand Cotentin. Donc il n'y ait pas de lien entre grandes entités territoriales et regroupement des services publics, notamment le service public de l'hôpital. J'en terminerai sur les enjeux, de notre point de vue, les enjeux prioritaires de ce que sera le fonctionnement de cette commune nouvelle, puisqu'elle sera votée, en dépit du vote contre du Front de gauche. D'abord, la vitalité démographique, puisqu'il y a une perte d'habitants dans l'agglomération. Est-ce que cette vitalité démographique sera au rendez-vous? C'est un enjeu. Et cette vitalité démographique, chacun peut mesurer que sur la ville-centre qui est la nôtre, la perte de milliers d'habitants depuis quelques années est problématique au niveau de la vacance des logements, au niveau du dynamisme des commerces, au niveau des aménagements urbains. C'est problématique. Quand on parle de vitalité démographique, on doit parler de ce qu'est aussi l'émiettement urbain. Nous sommes dans une dynamique d'émiettement urbain. La ZAC de Monturbé, la ZAC des Marganes, toutes ces zones d'aménagement concerté qui prennent des terres agricoles sont des zones qui perpétuent l'émiettement urbain, quoi qu'on en dise. Et donc, ces zones d'aménagement concerté qui ont été définies il y a à peu près 8 ou 9 ans pour la ZAC de Griménil-Monturbé, là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'on est parti, on est en train de s'enferrer dans une espèce de volonté de créer un quartier de toutes pièces, quand en réalité, on n'y parviendra pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas régler la vitalité démographique par cette ZAC de Monturbé où l'on prétend que l'on va faire plus de 800 logements. Là, il y a quelque chose qui doit être revu, et la commune nouvelle doit permettre de le faire, c'est-à-dire d'harmoniser un peu ces politiques urbaines, parce qu'elles ne l'ont pas été jusqu'à présent. Dernier point, l'activité économique, j'en ai déjà parlé, on est dans une période de chômage, et là, il y a un vrai débat politique. Quel est le rôle des élus? Est-ce que le rôle des élus, c'est de définir des exigences en termes des exigences sociales par rapport à ce que doit être l'activité économique sur un bassin d'emploi, ou est-ce que le rôle des élus, c'est d'être des managers, de vendre un territoire, de dire nous avons des services publics, nous avons des lignes de transport, etc. Il doit y avoir un débat. Ce que je veux dire, c'est que les investisseurs,
ce ne sont pas des vaches sacrées. C'est-à-dire que les investisseurs, ils sont parfois dans des entités supranationales dont la force de frappe est exceptionnelle, tout le monde le reconnaît. Le fait que le politique n'ait plus la capacité de porter des exigences par rapport au pouvoir exorbitant qu'est celui de certains groupes économiques. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas faire qu'il y a des aubaines pour un certain nombre de grandes entreprises qui prennent des aides publiques pour faire des expériences, pour voir si ça va marcher, et puis le moment venu, dans la durée, partent, ne s'installent pas, n'ancrent pas les choses. Il faut que le lien entre l'aménagement du territoire et les acteurs économiques ne soit plus un lien de subordination, mais soit un lien d'interdépendance. Et ça se construit. Et là, il y a un vrai débat. Donc, sur les exigences économiques, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas plus de visibilité sur les filières du renouvelable, même si il y aura des usines qui permettront de construire des pales, des mâts, etc. Mais la visibilité à 10 ans, elle devrait être plus effective, surtout dans le cadre de la transition énergétique. On est trop soumis encore à des groupes et à des pôles d'actionnaires qui sont en concurrence les uns les autres et qui, à un moment donné, d'un claquement de doigts, peuvent choisir plutôt Le Havre, plutôt Cherbourg, plutôt Nantes. Mais alors là, de ce point de vue-là, je rejoins Jean Lagarde, il y a effectivement une cohérence économique à construire au niveau de tous les littoraux de l'Ouest. Peut-être que les politiques cherchent à construire cette cohérence, mais je peux vous dire franchement, les citoyens, ce n'est pas très clair pour eux. Ce n'est pas très clair parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur le plan économique depuis longtemps dans le Nord-Cotentin et beaucoup d'annonces n'ont pas donné lieu à des réalisations effectives. Donc les exigences à porter quand on est un groupe d'élus, elles doivent, il faut vraiment qu'il y ait un travail de fait par rapport à ça. C'était la proposition du Conseil économique et social, devenu Conseil de développement, et ce Conseil de développement, qui aura donc un périmètre à l'échelle de l'agglomération, doit travailler sur ces exigences à porter. Voilà, j'en terminerai pour ce soir. Le groupe La Gauche Debout votera non, non pas dans une démarche d'opposition systématique, M. Houllegatte, dans une démarche de doute raisonné. Vous verrez tout à l'heure dans les questions diverses que les propositions que l'on fait sont nombreuses depuis mars 2014, et ce sont des propositions qui sont argumentées, qui sont étayées. Vous les retenez, vous ne les retenez pas, c'est le débat politique, mais ce n'est pas de l'opposition systématique. Merci. Sébastien Fagnan. Et puis ensuite, je ferai une réponse globale. Merci, Monsieur le maire. Donc, après plusieurs mois de travail, d'échange et une phase de consultation citoyenne, notre conseil municipal doit aujourd'hui se prononcer sur la création d'une commune nouvelle à l'échelle de la CUC. Après le vote de cette dernière hier, l'ensemble des 5 conseils municipaux de l'agglomération se réunissent dans le même temps pour délibérer. C'est aussi un symbole fort de la volonté commune des élus d'écrire ensemble l'avenir du territoire. Car nous sommes aujourd'hui au cœur d'évolutions territoriales majeures et structurantes, vous les avez évoquées les uns et les autres, aussi bien localement qu'à l'échelle du pays. Demain, 13 régions, dont la Normandie unifiée, verront le jour. Parallèlement, les compétences entre les différentes collectivités locales, dont les conseils départementaux, ont été révisées et optimisées. La bonification législative du régime de la commune nouvelle. En effet, par honnêteté intellectuelle, on peut reconnaître que la commune nouvelle a été créée il y a bientôt 5 ans, par la loi du 16 décembre 2010, mais qu'elle n'avait pas connu un succès florissant, puisqu'à peine une vingtaine de projets avaient vu le jour durant ce laps de temps, et que la bonification législative qui est intervenue, instituant notamment la période de transition essentielle à la construction sereine et pérenne d'une commune nouvelle, a permis de déclencher un processus beaucoup plus vertueux, puisqu'aujourd'hui les projets fleurissent un peu partout sur le territoire national, et notamment dans le département de la Manche. Cette bonification permet à notre territoire de saisir une opportunité historique d'accroître la coopération entre nos 5 villes et la CUC. Une coopération déjà forte, car elle est le fruit d'une histoire collective et de la volonté des élus locaux qui se sont succédés de renforcer la solidarité territoriale. La création de la commune nouvelle vient aujourd'hui concrétiser cet élan. Alors que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans cette Assemblée la responsabilité des élus devant les citoyens, nous aurions justement été coupables de ne pas être à la hauteur de l'enjeu en ne nous saisissant pas de ce nouveau cadre que constitue la commune nouvelle. Et c'est là l'essentiel du débat qui nous anime aujourd'hui. Comment préparer au mieux l'avenir d'une ville, de ses habitants, et faire en sorte que nous vivions mieux demain qu'hier. Nous sommes convaincus que la commune nouvelle apportera une réponse adaptée et juste à ce défi.
C'est là le rôle des élus issus du suffrage universel que de garantir l'intérêt général dans le respect des expressions plurielles. Ce fut le cas, comme ça a été rappelé au début de notre séance, par le travail mené par les 5 maires et le président de la CUC auprès des groupes politiques présents dans cette Assemblée. La proximité, quant à elle, fut au cœur de nos débats. Elle constitue d'ailleurs le pilier de la charte de gouvernance qui est soumise à notre approbation aujourd'hui. Il s'agit pour nous d'un principe intangible de la future commune nouvelle et qui conditionnera sa réussite. Mais qu'est-ce que la proximité, si ce n'est l'émanation concrète des services publics de la commune nouvelle dans la vie quotidienne des habitants? Aujourd'hui, force est de constater que cette égalité territoriale que nous appelons de nos vœux n'est que partiellement acquise. En préservant notre capacité d'investissement et le cadre des communes déléguées, nous serons en mesure de répondre avec exigence et ambition aux demandes des citoyens. Ces derniers ont exprimé, durant la concertation, leur volonté de maintenir un haut niveau de service. Ce sera chose faite en garantissant à chacun des habitants de Charbon-en-Cotentin un égal accès à l'ensemble des services sur le territoire, que ce soit en termes de politique éducative, sociale ou encore culturelle. La commune nouvelle, nous le voyons, renforcera les solidarités et l'égalité entre les habitants. Mais ce changement institutionnel ne serait abouti s'il n'offrait pas un cadre d'expression citoyenne ambitieux et cohérent. En dépassant le seuil des 80 000 habitants, la commune nouvelle de Charbon-en-Cotentin sera dans l'obligation de créer des conseils de quartier sur l'ensemble de son territoire. Bien loin des craintes d'un éloignement des élus et du pouvoir décisionnel, les modalités de mise en œuvre de la démocratie participative seront garanties par la loi Vaillant de 2002. C'est une avancée significative vers un renforcement de la démocratie locale et nous devons être à la hauteur de l'enjeu, notamment dans la rédaction du règlement spécifiant le lien entre les conseils de quartier et la commune nouvelle. Enfin, Monsieur le maire a évoqué tout à l'heure la place que nous aurons à jouer et à conquérir au sein de la Grande Normandie. Dès le 1er janvier 2016, nous serons la 4e ville de la région, forte de nos 83 000 habitants, et d'ici à 2 ans, nous l'espérons, la 4e intercommunalité avec le Grand Cotentin. Sans la commune nouvelle, nous serons confrontés à un risque majeur de déclassement territorial et condamnés à être inaudibles tant sur le plan régional que national. Sans occulter les obstacles auxquels nous sommes parfois confrontés, le Cotentin demeure un territoire riche de ses atouts, aussi bien industriels, agricoles, touristiques que maritimes. Ne pas les mettre en avant serait une lourde erreur à l'heure où l'ensemble des territoires en France se transforment. Pour réussir, nous devrons dépasser cet émiettement institutionnel qui perd de son sens. Le vote d'aujourd'hui constitue une première étape. Nous sommes convaincus d'être à la croisée des chemins pour l'avenir de notre territoire. Nous soutenons donc le projet de création d'une commune nouvelle et nous voterons sans réserve la délibération qui nous est soumise au vote aujourd'hui. Merci. Quelques éléments de réponse. Monsieur Marguerite, je partage une partie de votre analyse et d'ailleurs, si nous ne partagions pas cette analyse, vous ne voteriez pas cette délibération. Par contre, je ne partage pas vos regrets. Il y a eu certes de la rapidité, mais il n'y a pas eu de précipitation. Les choses se sont faites selon une méthodologie qui a nécessité certes une forte implication à la fois des élus et des agents des collectivités, mais sur un cheminement qui est un cheminement normal avec des comités de pilotage, avec des groupes de travail qui se sont mis en place et qui ont produit avec efficacité donc je dirais des conclusions ou des pré-conclusions qui à l'heure actuelle pour certaines sont en cours de validation. Le lien aussi, et là je parle sous le contrôle de Benoît Rivet, avec la Direction générale des collectivités locales, a été intense pour apporter des réponses à des zones d'ombre qui sont inhérentes à toute loi. En ce qui concerne la subsidiarité, je dirais que c'est une affaire d'état d'esprit. Notre société occidentale a toujours été traversée par deux mouvements. D'un côté les jacobins et de l'autre côté les girondins. D'un côté les centralisateurs et de l'autre côté les décentralisateurs. C'est pareil, hein, je veux dire, pour quelles que soient les confessions. Et si vous voulez m'emmener sur ce terrain-là, je pourrais vous dire tout simplement que les églises d'Orient ont une très très grande autonomie, et c'est ce qui a été un peu schismatique à un moment donné, puisqu'on leur contestait la possibilité de pouvoir justement exercer cette autonomie, et qu'à l'heure actuelle, le monde est traversé aussi par ce qu'on appelle les communautés nouvelles, qui ont une très grande autonomie sur un certain nombre de sujets qui sont au-delà, bien évidemment, de la préoccupation qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, ce qui concerne la fiscalité, moi je me suis toujours refusé à donner des chiffres. Simplement, il y a une exigence qui est dans la charte, c'est celle, oui, de converger dans les 12 ans vers les taux les plus bas. C'est toujours un peu difficile de donner des chiffres, parce que est-ce qu'on parle en euros constants, est-ce qu'on va réintégrer l'inflation? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si vous savez qu'on parle des taux, les impôts, c'est le produit du taux multiplié par la base, que la base, elle a une évolution qui est une évolution, donc l'engagement, il est sur les taux. Il y aura un effet réactualisation des bases
qui fait qu'à l'heure actuelle, on pourrait faire des simulations sur l'inflation prévisible, etc., et donner des chiffres. Moi, je me refuse à donner des chiffres. Enfin, on en parlera collectivement avec le président de la communauté urbaine et les autres maires, mais il y a un engagement, il est gravé dans le marbre, il est dans la charte, et ça me paraît, moi, suffisant. Sur les adjoints, je dirais tout simplement que les compétences globales exercées par la communauté urbaine et l'ensemble des villes seront rassemblées dans cette commune nouvelle et dans les communes déléguées. Donc, moi, ma position, mais elle a déjà été exprimée hier, qu'il n'y aura pas plus d'exécutifs que la somme des exécutifs actuels. Alors, peut-être, alors, on sera aussi dans une période d'harmonisation qui va demander une implication très forte. Donc, ensuite, après, le jour où il y aura la création d'une autre intercommunalité, eh bien, s'il y a une compétence qui est exercée et qui est transférée, après se reposera sans doute naturellement la question. En ce qui concerne les personnels, je crois que je me félicite, moi, de la qualité du dialogue qui a été instauré sous l'impulsion de Benoît, sous l'impulsion des maires à travers ce comité de dialogue permanent, et qu'il ne s'agit pas de faire de moins de services publics, mais mieux de services publics. Alors ça nécessitera, il est évident, et je crois que ça serait malhonnête de le dire, il y aura des adaptations. Ces adaptations pourraient être dans un sens comme dans l'autre. Il y a des agents qui, à l'heure actuelle, habitent sur une autre commune et travaillent sur Cherbourg-Octeville, et qu'il y a peut-être des opportunités de rapprochement. Et à l'inverse, il y aura peut-être aussi, mais tout cela doit se faire dans le dialogue, dans la concertation et dans un climat apaisé. Et moi, je me félicite de la qualité du dialogue qui a été instauré. Et je fais confiance aux organisations syndicales pour aussi faire le travail et faire leur devoir de vigilance par rapport à un certain nombre de choses qui auraient pu être omises ou incertaines. Sur la participation citoyenne, Monsieur Le Gemtel, c'est quelque chose de très très complexe. Oui, on aurait aimé qu'il y ait plus, d'une certaine façon, d'engouement par rapport à ce débat. Il n'y a pas de déficit démocratique, on l'a dit. Vous aussi, vous l'avez vous-même reconnu, quand vous avez fait des réunions, il y avait peut-être moins de personnes que vous attendiez au départ, peut-être aussi parce que nous sommes tout simplement dans un phénomène qui fait que les gens ont déjà intégré le fait naturel de la commune nouvelle et des communes déléguées, et que ça leur paraît tout à fait légitime, et que dans cette affaire, et on l'a bien senti, il n'y a pas comment dirais-je, de grands débats et de gros sujets qui pourraient nécessiter une mobilisation de l'ensemble de la population. Moi, je fais confiance, vous parlez de participation citoyenne, oui, c'est un enjeu fort de la démocratie locale que la participation citoyenne, et justement, la commune nouvelle, elle va, à travers les conseils de quartier qui vont être étendus sur tous les territoires de la commune, de pouvoir nous doter de véritables instances de concertation et de codécision, je l'ai dit. Mais cette concertation avec les usagers, elle est déjà d'une certaine façon mise en place avec les commissions consultatives des services publics, avec les multiples comités que nous mettons en place, des comités de concertation, de consultation, de cogestion et ainsi de suite, dans lesquels l'usager, peut-être moins que le citoyen, mais l'usager au moins est impliqué. 2020, oui, il y a, vous l'avez cité, il y a des zones d'ombre, on les a parfaitement identifiées, on dit qu'il y aura un travail législatif. Vous savez que l'Association des maires de France a mis 4-5 mois pour imaginer de façon très consensuelle une phase de transition qui puisse satisfaire tout le monde. Je sais que ces problématiques de l'au-delà de 2020 ne sont peut-être pas la préoccupation première à l'heure actuelle des associations d'élus, mais sachez que les relais ont été pris et que les parlementaires sont d'une certaine façon dans les starting blocks. Je n'ai pas trop suivi votre pensée elliptique sur la démocratie, sur les 163 élus, comme quoi les 163 élus, c'est trop d'élus, donc c'est antidémocratique. Je ne voudrais pas, à travers vous, y voir une droite ligne de ce qu'est le centralisme démocratique, mais j'ai un peu... Mais on aura l'occasion, on ne va pas faire le débat ce soir, on aura l'occasion, et ça me ferait très plaisir de pouvoir discuter à la fois de ce qui est de la subsidiarité et de ce qui est des meilleurs moyens d'expression de la démocratie et de sa représentation. En ce qui concerne les centres communaux d'action sociale, c'est vrai qu'on a peu parlé du troisième mot qui est important dans la charte, qui est celui de la territorialisation. C'est-à-dire qu'il y a des services qui peuvent être gérés de façon centralisée,
mais qui d'une certaine façon peuvent avoir par capillarité des instances de décision. Et là aussi, je reviens sur la subsidiarité. La subsidiarité, c'est tout simplement d'exercer à l'échelon local eh bien, toutes les compétences qui peuvent l'être. Et ça me paraît important parce que justement, c'est un outil de motivation, de mobilisation et d'implication des individus. Et ça me paraît extrêmement important. Donc il y aura, parce que la loi l'oblige, un CCAS qui sera un CCAS de communes nouvelles avec un certain nombre d'antennes qui seront des antennes locales, qui seront là aussi, qui continueront par capillarité à exercer leurs actions au plus proche des besoins de nos concitoyens et nous savons qu'ils sont nombreux. En ce qui concerne l'activité économique, c'est un débat, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Ce que je veux dire, c'est que cette commune nouvelle, eh bien, elle nous permet, je le dis, de prendre pleinement nos responsabilités en tant qu'élus dans tous les domaines. Et quand nous avons des dialogues avec des grands groupes, nous le faisons, et là aussi je parle sous le contrôle de Benoît Rivet, nous le faisons, je dirais, dans un dialogue gagnant-gagnant, mais pas dans un dialogue de soumission en aucun cas. Et ce dialogue gagnant-gagnant, nous l'avons mené dans le cadre des énergies marines renouvelables en disant, c'est très simple, les meilleures chances de succès d'un projet, eh bien, c'est notre territoire, parce que notre territoire, il offre à la fois des gisements, qu'ils soient hydroliens ou qu'ils soient éoliens marins, il offre des capacités portuaires, il offre des compétences en matière de sous-traitance d'entreprise, des compétences humaines en matière de ressources humaines, des laboratoires et ainsi de suite, un dispositif d'accompagnement qui fait que nous sécurisons d'une certaine façon votre projet et nous vous apportons les meilleures chances de succès. En contrepartie de ces meilleures chances de succès, oui, vous avez raison, nous avons sans doute un nombre d'exigences à faire valoir, mais sachez que nous ne sommes pas inactifs dans ce domaine. Voilà les réponses globales que je voulais apporter en disant que, eh bien, je vous propose maintenant c'est d'une certaine façon, je ne voudrais pas influencer votre vote en vous donnant le résultat des cœurs de ville, mais je le donnerai tout à l'heure. Je voudrais, puisque c'est l'obligation, procéder donc à la fin de la lecture, puisque je dirais tous les attendus ont été développés à travers nos débats, et je vous remercie de la qualité de ces débats, et je pense que c'est là aussi le bonheur d'un conseil municipal, c'est bien de pouvoir débattre en sérénité et avec nos convictions, même si elles sont différentes, et ce que je déplore, c'est que c'est mon regret que nous ne soyons pas en capacité de nous rassembler de façon unanime, que le doute raisonné, d'une certaine façon, ne vous ait pas conduit à franchir le Rubicon. Et c'est dommage, mais c'est ainsi, chacun se marque. Et puis après c'est, je dirais, l'histoire qui tranche. Donc, le conseil municipal de Cherbourg-Octeville sollicite expressément la création d'une commune nouvelle selon donc les formalités suivantes. Les périmètres de la commune nouvelle est constitué des communes de Cherbourg-Octeville, Équeurdreville-Henneville, La Glacerie, Querqueville et Tour-la-Ville. Elle regroupe 83 971 habitants, qui est la population totale au 1er janvier 2015. Les communes déléguées sont la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, la commune déléguée d'Équeurdreville-Henneville, la commune déléguée de La Glacerie et la commune déléguée de Querqueville, ainsi que la commune déléguée de Tour-la-Ville. La commune nouvelle portera le nom de Cherbourg en Cotentin. La date de création est le 1er janvier 2016. La commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin prendra donc l'actuel siège de la communauté urbaine de Cherbourg, à savoir le numéro 2 rue des Bastions à Cherbourg-Octeville, jusqu'à réintégration dans les locaux qui sont en cours de réhabilitation au 10 place Napoléon. La commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin sera donc administrée par un conseil municipal composé de l'ensemble des membres des conseils municipaux des communes de Cherbourg-Octeville, Équeurdreville-Henneville, La Glacerie, Querqueville et Tour-la-Ville, et cela jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Pour des raisons matérielles, le conseil municipal pourra se réunir en dehors du siège de la commune nouvelle dans les locaux adaptés situés sur le nouveau périmètre communal. La liste des budgets annexes repris par la commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin est donc jointe à la délibération qui vous a été remise. La commune nouvelle fera le choix de l'intégration fiscale progressive sur 12 ans, en application donc des dispositions de l'article 1638 du Code général des impôts. Le poste comptable assignataire de la commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin sera celui de la trésorerie principale de Cherbourg municipal, donc située 22 rue François Lavieille. Les maires des communes de Cherbourg
Octeville, Équeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tour-la-Ville, maires délégués et adjoints de plein droit de la commune nouvelle, seront responsables à partir du 1er janvier 2016 des mesures conservatoires et urgentes dans l'attente de l'élection du maire de la commune nouvelle. La charte de gouvernance avec son additif est jointe donc en annexe et il est pris acte, mais ça a été déjà dit hier, de la disparition de la communauté urbaine de Cherbourg à l'échéance du 1er janvier 2016, date de création de la commune nouvelle. Donc, solennellement, je soumets aux voix donc, cette création d'une commune nouvelle en lieu et place des 5 communes membres de la communauté urbaine de Cherbourg qui votent contre. 2, 3, 4, 5, 6, avec les pouvoirs, ça fait 9. 7, pardon, 7. 1, 2, 7, 7, 7. Qui, 7, non, mais c'est vrai. Qui s'abstient? Qui vote pour? Voilà. Eh bien, le projet de création d'une commune nouvelle donc, est adopté. Les résultats du vote d'Équeurdreville, donc qui en aucun cas ne nous ont influencés, sont 29 pour, 2 contre et 2 abstentions.